Merci à tous d'être présents ce soir. Je vais peut-être enlever mon masque. Ce sera peut-être plus simple pour parler. Alors, je vais essayer ce soir de vous parler le plus clairement possible d'un passage important de la vie du bail, qui est l'état des lieux. La seule chose que je vous demande, si c'est possible, c'est de garder les questions pour la fin de l'intervention, pour une question de fluidité, et peut-être pour éviter de me mettre en position délicate dès le début. Donc si on pouvait garder toutes les questions pour la fin, peut-être que dans le propos, j'y aurais répondu entre-temps, ou pas, n'hésitez pas donc à ce moment-là. Donc l'état des lieux est quelque chose de très important, puisqu'il va, je dirais pas sceller, c'est un bien grand mot, mais conditionner vos relations avec votre locataire dès le début du bail. Un état des lieux clair, net et précis et extrêmement bien écrit, bien argumenté, et quelque chose qui va dissuader souvent un locataire qui pourrait essayer de grappiller un petit peu, ou même un propriétaire parfois, qui pourrait être un petit peu limite, de faire prospérer sa demande. Un état des lieux carré dès le début, en général, il n'y a pas de discussion à la fin. Voilà. Et s'il y en a une à la fin, il faudra bien évidemment, là aussi, un état des lieux de sortie argumenté. Mais si vous avez un état des lieux de sortie très très détaillé et un état des lieux d'entrée qui ne l'est pas, vous avez d'emblée une situation bancale. Donc, on va commencer par des banalités et des généralités. Quand faire l'état des lieux? Bien évidemment, dans un sens comme dans l'autre, lors de la remise des clés. Voilà, ça c'est la première chose importante. Ne dérogez pratiquement jamais à cette règle. Quand vous remettez les clés du logement, à votre locataire, vous faites l'état des lieux à ce moment-là et vous évitez le plus possible des exceptions à cette règle. Bien évidemment, on fait un état des lieux de sortie aussi à la sortie. Là aussi, évitez de le faire autrement qu'un le jour de la remise des clés. Ça évitera des discussions et des problèmes après, même si ce n'est pas toujours évitable, et on reviendra dessus après, ne vous inquiétez pas. Donc, comment fait-on un état des lieux, déjà? Donc, vous avez un repère qui vous est, un guide extrêmement strict qui vous est donné par la loi de 89, qui est la loi qui régit tout ce qui est baux d'habitation et baux meublés. Étant dit au passage qu'on va vraiment ce soir axer notre propos sur les baux d'habitation et les baux meublés, pratiquement en totalité. Donc, vous avez d'abord l'état des lieux que l'on appelle amiable, qui est prévu par l'article 3.2, vous pourrez peut-être vous y reporter si vous voulez, de la loi de 89, dans son premier alinéa. C'est un état des lieux qui est prévu de façon tout à fait amiable entre les parties, soit directement entre le propriétaire et son locataire, soit par l'intermédiaire d'un tiers. Le tiers, ça peut être un agent immobilier, ça peut être une entreprise spécialisée, il y en a beaucoup qui font ce genre d'activité, ça peut même être un huissier de justice. Je ne vais pas vous conseiller à tout prix de prendre un huissier de justice, mais sachez que si jamais vous faisiez un état des lieux par huissier dans le cadre d'une situation où tout se passe très bien avec votre locataire, il n'y a pas besoin de convocation, et les conditions que vous retrouvez dans cet article ne s'appliquent pas, c'est-à-dire que le coût n'est pas forcément, sauf entente avec le locataire bien évidemment, n'est pas forcément partagé entre les parties, il n'y aura pas de coût tarifé par la loi. Donc ce sera un honoraire que vous devrez négocier avec l'huissier que vous choisirez à ce moment-là. Sachant qu'en général, le coût des constats se fait par rapport au temps passé. Mais on reviendra sur la notion de coût après. Si l'état des lieux amiable n'est pas possible, c'est-à-dire que s'il y a une mésentente entre propriétaire et locataire, là, l'alinéa 2 du même article est très précis sur la marche à suivre. La partie la plus diligente, qui peut très bien être le locataire, fait appel à un huissier de justice. Là, les conditions sont différentes, puisqu'il faudra une convocation par lettre recommandée qui sera envoyée par l'huissier au locataire ou au propriétaire, selon qui est le demandeur, au moins 7 jours avant. Les frais seront partagés et le coût tarifé, c'est-à-dire que le coût est prévu par la loi et ne peut pas être déterminé selon le principe des honoraires libres. Je voudrais aborder tout de suite un point qui me semble important. Que se passe-t-il si jamais, par exemple, à l'état des lieux de sortie, vous avez votre locataire qui vous remet les clés, que vous commencez l'état des lieux, que ça se passe très mal, et que le locataire s'en va?
que vous êtes donc dans l'impossibilité de faire un état des lieux amiable, mais que vous n'arrivez pas forcément à joindre sur le champ un huissier qui se déplace et qui arrive dans l'heure pour faire l'état des lieux. C'est arrivé à plusieurs d'entre vous peut-être, et c'est arrivé aussi, et ça a donné lieu à une jurisprudence, donc c'est arrivé à d'autres propriétaires. Certains propriétaires ont mandaté un état des lieux, un huissier pour faire l'état des lieux, par exemple 2 jours après la remise des clés, au moment où l'huissier était disponible. L'état des lieux a été fait. On peut peut-être parler de constat d'état de l'appartement plus que d'un état des lieux, sans qu'il y ait de convocation préalable. C'est-à-dire qu'en fait, votre locataire, le locataire des propriétaires en question, n'était pas informé du fait que l'état des lieux allait avoir lieu, et il n'y a pas eu de lettre envoyée en respect de l'article dont je vous ai parlé avant. C'est passé devant le tribunal, puisque le propriétaire a voulu utiliser son constat pour faire payer au locataire les réparations locatives, et le tribunal, en première instance, avait débouté le propriétaire en disant « Votre état des lieux n'est pas contradictoire, ça ne vaut rien, il n'y a pas eu de lettre recommandée, même si c'est un huissier de justice qui a fait le constat, ça ne vaut rien, au revoir. » Bon. L'affaire est montée jusqu'en cour de cassation, et en 2016, donc c'est pas vieux, la cour de cassation a dit « Non, non, ça ne se passe pas du tout comme ça. L'huissier est un professionnel impartial. Le fait qu'il y ait eu ou non convocation n'est pas important. Ça aurait été mieux, mais ce n'est pas important. Le caractère contradictoire dépendra du fait que vous ayez ou non transmis le constat après à votre locataire. Pour traduire tout ça en des termes moins juridiques, votre locataire vous met les clés, vous n'arrivez pas à faire le constat de l'état des lieux tout de suite amiablement, vous mandatez un huissier qui fait un constat 2 jours après sans convocation. Au moment où vous utiliserez ce constat pour vous rapprocher du locataire, pour lui demander les sommes dues en vertu des réparations locatives, donc vous transmettrez le constat, et l'aspect contradictoire aura lieu à ce moment-là. Ce qui fait que vous pouvez tout à fait avoir recours à ce genre de professionnel pour faire des constats, même en dehors des conditions des fameux 7 jours, etc. La Cour de cassation considère que l'huissier est un professionnel impartial, qu'il n'écrira pas ce que vous lui demandez, mais qu'il écrira ce qu'il verra, et que du moment que ce constat est transmis après, le contradictoire est assuré. Donc déjà, ça pourra peut-être répondre au moins une question que vous ne manquerez pas de me poser à la fin. Et je trouve ça assez rassurant. C'est un assez bon signal qui est envoyé par la Cour de cassation aux propriétaires. L'article dont je vous parlais, il dit une chose importante quand même, c'est que si l'une des parties s'oppose à la rédaction de cet état des lieux, cette partie ne pourra pas invoquer une présomption qui est prévue par le Code civil, qui dit que s'il n'y a pas d'état des lieux de fait, les locaux sont censés avoir été pris en bon état. Vous avez peut-être entendu parler de cet article, c'est l'article 1731 du Code civil. Effectivement, s'il n'y a pas d'état des lieux, mais que personne qui est opposé, c'est une décision tacite entre le propriétaire et le locataire, cet article s'applique. Et à la fin, le locataire est censé vous remettre un bien en bon état, même s'il ne l'était pas à la base, puisque, enfin, même s'il n'était pas à la base, c'est pas exactement ce que je voulais dire, mais bon, même si effectivement, oui, même s'il n'était pas à la base, partons du principe qu'il est présumé avoir été remis en bon état. C'est-à-dire que si aucune des parties n'a une preuve que le logement était dans un état moyen, qu'il y avait telle dégradation ou autre, le locataire en sera redevable à la fin du simple fait de cette présomption légale. Voilà. Par contre, un refus d'état des lieux d'entrée par un propriétaire l'empêche bien évidemment d'invoquer cette présomption après. Il n'aura aucune preuve que son local était en bon état ou en état moyen, et l'état des lieux de sortie n'aura que peu d'utilité puisqu'il ne sera comparé à aucun état des lieux d'entrée, et cette présomption ne s'appliquera pas. Donc ne prenez jamais ce risque de refuser un état des lieux d'entrée dès le départ. Déjà, ça donne un très mauvais signal à votre locataire, et c'est pas un bon signe en général. Alors, je sais que la plupart d'entre vous ne fonctionnent pas comme ça, mais si jamais ça vous passez, l'idée que vous en prenez, ne le faites surtout pas. Vous priveriez d'une possibilité d'agir plus tard. Ensuite, qu'est-ce qu'on met dans un état des lieux, pour être concret? Donc, vous avez un décret de 2016 qui détermine donc le contenu de l'état des lieux. Je vous conseille, on va lire quelques petites dispositions rapides pour que vous puissiez voir à peu près ce qu'il faut mettre dedans, mais surtout soyez précis, le plus précis possible. Évitez les formules de style, comme état d'usage ou état moyen, etc.
soyez descriptif, quitte à perdre un peu de temps et à avoir un état des lieux un peu surchargé, d'autant que j'ai eu l'expérience il n'y a pas longtemps, en utilisant à des fins personnelles un état des lieux du pays, et je me suis rendu compte que les espaces réservés étaient très petits. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il faudrait peut-être qu'on revoie les choses sur ce point-là, quitte à mettre des pages intercalaires, parce qu'il y a souvent plein de choses à noter, et plus vous êtes précis dès le départ, plus vous êtes descriptif, moins vous avez de problèmes à la fin. Évitez, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, l'état des lieux de sortie super détaillé avec un état des lieux d'entrée où il y a des petites cases cochées. Ce sont des états des lieux, à mon avis, à proscrire, tout au moins pour avoir une relation paisible et une sortie raisonnable. Donc, c'est un décret, comme je vous l'ai dit, qui prévoit ce qu'il doit y avoir dans un état des lieux. Je ne vous lis pas forcément tout, mais ça peut être intéressant. Donc, préciser s'il s'agit d'un état des lieux d'entrée ou d'un état des lieux de sortie, c'est basique, mais on va y penser. Sa date d'établissement, la localisation du logement, le nom, la dénomination des parties. Pardon, j'ai un peu de mal à parler, excusez-moi. Le relevé des compteurs individuels de consommation d'eau ou d'énergie, le détail et la destination des clés, ou de tout autre moyen d'accès, et bien évidemment pour chaque pièce, la description précise de l'état des revêtements des sols, murs, plafonds, équipements et éléments de logement. Donc, il peut être complété d'observations ou de réserves et illustré d'images. Bien évidemment, s'il n'est pas fait par un initié, il doit être signé par les parties. Ça, c'est impératif, parce qu'un état des lieux non signé, c'est un papier qui n'a aucune valeur. À la sortie, bien évidemment, c'est exactement la même chose. Sauf que on va y venir après, pardon. J'avais fait une digression, mais je la garde pour juste après. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, voilà. Il faut noter dans l'état de sortie l'évolution. Ça, c'est ce que prévoit le décret. Alors, c'est une grande difficulté pour nous en tant qu'huissiers d'arriver pour faire un état des lieux de sortie, parce que la plupart du temps, on est mandaté pour ça, et de devoir comparer avec un état des lieux. Moi, je sais que je refuse catégoriquement de le faire. Je ne sais pas si Maître Roca fonctionne de la même façon. Mais je préfère me concentrer sur tout ce que je vois le plus descriptif possible et éviter de faire des comparaisons. Quand on fait des comparaisons, on essaie de se refaire, déjà de rechercher ce qui a été décrit la première fois. On passe souvent à côté de ce que l'on voit au jour J. J'évite de le faire, laissant au propriétaire après le soin de faire la comparaison entre les deux, avec de l'aide bien évidemment s'il le faut, mais là le décret parle de comparaison entre les deux, moi je ne suis pas forcément pour. Après, c'est une pratique personnelle qui n'engage que moi. Quelques généralités concernant cet état des lieux. Vous savez sûrement qu'il peut être complété dans les 10 jours, quand il s'agit d'état des lieux d'entrée, bien évidemment, à la demande du locataire, qui peut avoir découvert un certain nombre de petites choses qui n'ont pas été notées dans l'état des lieux, et qui, dans le délai de 10 jours à compter de la rédaction de cet état des lieux, peut vous demander de le compléter. Autre petite possibilité de modification de ce document, concernant le système de chauffage de l'appartement. Dans le premier mois de la période de chauffe, votre locataire peut demander à ce que certaines choses soient notées dans l'état des lieux au moment où il les découvre. Voilà. Autre point important, je voudrais me référer pour ça à un article de la loi de 89, donc la loi qui régit les baux d'habitation, concernant les obligations du locataire. Donc, il s'agit de l'article 16, qui est un article qui énumère toutes les obligations qui sont celles du locataire, et notamment une, c'est de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, et les menus réparations, ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret. Et la partie la plus intéressante, c'est celle qui vient juste après, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Donc, on a qui entre en jeu la notion de vétusté, qui est une notion importante. Bien évidemment, vous le savez tous, mais l'usure du logement dû au temps n'est pas imputable à votre locataire. C'est simplement ce qu'on appelle effectivement les menus réparations, celles qui sont faites par des manipulations répétées et qui devront bien évidemment être remboursées par lui à la fin. D'où l'intérêt d'être précis sur l'état de toutes ces parties au début, et
évidemment aussi à la fin. Depuis 2016, vous avez la possibilité de faire l'application de ce qu'on appelle une grille de vétusté, qui est un document que vous pouvez joindre à votre bail et qui contient une durée de vie par type d'élément de votre logement et qui, selon la durée du bail, permettra de voir si telle ou telle réparation est à la charge ou non du locataire en vertu de cette grille. Mais quoi qu'il en soit, qu'il y ait ou non grille de vétusté. Ensuite, une chose qui peut vous intéresser aussi, quel est le coût d'un état des lieux? Alors là, on peut faire on va être obligé de faire la différence selon qui fait l'état des lieux, bien évidemment. Vous avez un article de la loi de 89, qui est l'article 5, qui indique que certains professionnels peuvent faire un état des lieux et qui définit le mode de calcul du coût. Alors, on a une belle usine à gaz, là encore, avec au final la possibilité d'aboutir à des coûts qui sont assez surréalistes, mais en fait, le coût est déterminé par rapport à la surface du logement et par rapport à un montant fixé par décret qui est actuellement de 3 euros, enfin sauf erreur de ma part, 3 euros TTC du mètre carré. Et avec donc ce montant que vous multipliez par la surface habitable, pas par la surface totale du logement, mais sa surface habitable, vous obtenez la somme qui est à la charge du locataire, au maximum. Vous avez une marge de manœuvre dans cette somme. Et il faut savoir que la somme qui est à la charge du locataire est forcément inférieure à celle qui est à la charge du propriétaire. Donc, pour être plus clair, vous avez un logement de 70 mètres carrés, vous le multipliez par 3 euros TTC, vous avez donc 210 euros TTC, qui est la somme maximum qui peut être à la charge du locataire. Et comme cette somme doit être inférieure à celle qui est à la charge du propriétaire, vous avez, si les gens appliquent le tarif au maximum, un état des lieux à au moins 420 euros TTC. Donc cher, la loi le permet. Donc c'est assez, à mon avis, assez délirant. Bien évidemment, c'est une fourchette maximum et vous pouvez sans doute négocier les prix avec les professionnels en question. Mais voilà en gros comment ça se passe. Si vous faites l'état des lieux avec votre locataire directement de façon contradictoire, propriétaire-locataire, c'est totalement gratuit, ça je ne vous l'apprends pas. En revanche, si vous faites un état des lieux par huissier de justice, ce qui peut peut-être vous intéresser, là, il y a les deux cas de figure qu'on a vus tout à l'heure. Soit, bien évidemment, vous l'avez mandaté de façon parfaitement amiable, et ça, ce sont des honoraires libres que vous devrez négocier avec lui, qui seront supportés par la partie qui a fait appel à l'huissier en question. Soit on est dans le cadre de l'état des lieux qui est fait par l'huissier parce qu'il y a une difficulté dans la réalisation de celui-ci, avec une lettre recommandée qui est envoyée par lui au moins 7 jours avant, et là on rentre dans le cadre d'un état des lieux qui est tarifé. Alors j'ai quelques petites notes qui vont me permettre de vous donner une fourchette des coûts. Si vous êtes dans le cadre d'un état des lieux contradictoire fait par un huissier de justice avec une lettre recommandée envoyée avant, donc dans le cadre de l'article 3.2 de la loi de 89, si le logement est inférieur à 50 mètres carrés, tout confondu, vous êtes à peu près un peu plus de 160 euros TTC. Si le logement est entre 50 et 150 mètres carrés, vous êtes à un peu plus de 180 euros. Et si le logement dépasse les 150 mètres carrés, vous êtes à environ 260 euros. Je vous dis environ parce qu'il y a des 0,5, 0,6, etc. Du fait qu'il y a le coût de l'acte et le coût aussi qui est alloué à l'huissier pour la convocation, la lettre recommandée, etc. Donc les prix que je vous donne sont le prix total TTC qui sera donc partagé entre les parties. Alors là aussi, je sais que certains m'ont déjà directement posé la question. L'état des lieux est partagé entre les parties, donc en général le propriétaire mandate l'huissier qui lui envoie son constat et il lui dit je voudrais que la moitié de la facture, la deuxième est à la charge du locataire. Et en général, la réponse du locataire est assez cinglante. Moi, je ne vous ai rien demandé, je ne vous réglerai rien du tout. Donc, je ne sais pas comment fonctionne ma consoeur ici présente, mais moi, je sais qu'en général, je demande toujours, et beaucoup d'huissiers le font, la totalité des sommes au propriétaire, charge à lui de la récupérer après, sur le dépôt de garantie auprès du locataire, ce qui évite un impayé pour le professionnel qui intervient et qui règle le problème. Voilà à peu près pour les coûts. Ensuite, je voudrais qu'on parle du sort du dépôt de garantie. Parce que si vous faites un état des lieux, ce n'est pas juste pour le plaisir
de décrire l'appartement à un instant précis, mais c'est pour voir si cet appartement vous est rendu dans un état conforme à celui dans lequel il était à l'entrée, moins la vétusté bien évidemment. Et éventuellement, si vous avez des réparations qui sont prévues, le dépôt de garantie va être en première ligne pour essayer justement de pallier à cette dépense. Alors comment ça fonctionne? Quand vous avez fait votre état des lieux de sortie, vous avez un délai d'1 mois pour restituer le dépôt de garantie si c'était conforme, et vous avez un délai de 2 mois maximum pour restituer ce dépôt de garantie si ce n'était pas conforme, ou faire savoir à votre locataire, bien évidemment, qu'il y avait une non-conformité et que vous allez lui demander un certain nombre de sommes, sommes qu'il ne va pas falloir, bien évidemment, estimer au doigt mouillé. C'est véritablement des devis qu'il va falloir faire dans ce délai de 2 mois, le plus vite possible, devis qui devront être en corrélation avec l'état des lieux, bien évidemment. Donc, d'où l'intérêt que l'état des lieux soit très précis et que tous les devis que vous allez faire se rapportent à des points précis de cet état des lieux. Comme ça évitera des discussions. Si jamais, et ça m'est arrivé avec une personne qui est dans cette assemblée, vous avez beaucoup de réparations à faire dans un logement, mais qu'une partie a imputé au locataire, essayez peut-être de faire des devis séparés. L'un qui correspondrait à tout ce qui est en rapport avec l'état des lieux, et l'autre, ce qui serait à votre charge pour éventuellement des améliorations du logement, un rafraîchissement, etc. Parce que c'est compliqué après pour les professionnels qui interviennent après, ça peut être un magistrat d'ailleurs, et qui dit, mais voilà, moi j'ai 15 000 postes comptables dans ce devis qui fait 5 pages, j'ai l'état des lieux, j'ai aucun rapport entre les deux, j'ai pas le temps, je déboute. Donc essayez vraiment, ça c'est de la pure pratique, mais si vous avez beaucoup de choses dans vos devis et dans les réparations que vous devrez faire après, essayez de faire en sorte qu'il y ait un devis qui soit corrélé avec votre état des lieux et d'autres devis après qui concerneront ce que vous ferez de votre plein gré, mais qui ne sera pas imputable au locataire. Plusieurs devis, c'est souhaité. Devis envoyé au locataire avec la copie de l'état des lieux en leur disant voilà, je vais retenir une partie du dépôt de garantie. En vertu du devis que je vous joins, soit le locataire ne dit rien ou accepte et on n'en parle plus, soit il conteste, et là, ça peut partir donc soit en justice, enfin, soit devant la commission de conciliation départementale, soit en justice. Mais soyez vraiment précis dans vos devis, étant précisé aussi que les travaux que vous faites vous-même, vous ne pourrez bien évidemment pas les déduire, sauf pour tout ce qui est matière première, mais le temps passé n'est pas celui d'un professionnel, n'est pas facturé, donc vous ne pourrez pas dire voilà, ça aurait coûté 1 000 € si c'était un peintre, j'y ai passé un certain nombre d'heures, je vous demande la somme de temps, si votre locataire accepte, tant mieux pour vous, mais si ça part devant un juge, là, ça va être un carnage. Donc vraiment, ayez des justificatifs très précis, et je vous le redis, des descriptions les plus précises possibles dans votre état des lieux. Ensuite, j'aimerais qu'on parle rapidement du contentieux. Il faut savoir d'abord qu'avant même tout contentieux, il y a une prescription qui est prévue par la loi et qu'elle est de 3 ans. Ça passe vite. Ne tardez pas. Si vous savez que vous devez porter l'affaire devant la justice, n'attendez pas. Passez 3 ans, toutes les sommes que vous pouvez demander à votre locataire, que ce soit des loyers ou les réparations locatives, sont prescrites, ce qui bien évidemment vous empêche après de saisir le tribunal. L'état des lieux est la preuve que vous allez remettre au magistrat si jamais l'affaire va devant le juge. L'état des lieux d'entrée est capital, l'état des lieux de sortie et son corollaire et les factures dont on a parlé tout à l'heure sont indispensables. Comment se passe une procédure que vous porterez devant le tribunal en cas d'impayé, enfin d'impayé de réparation locative? Vous savez peut-être qu'il y a eu pas mal de réformes ces derniers temps. On est dans un pays qui réforme beaucoup en ce moment. Ça n'arrête pas. Et donc les noms des tribunaux ont changé, les noms des juridictions ont changé. Et maintenant, on parle donc de tribunal judiciaire, non plus de tribunal d'instance. Et on ne parle plus de juge d'instance, enfin, on parle de juge auprès du tribunal judiciaire, mais le contentieux locatif est jugé par un juge qui s'appelle le juge des contentieux de la protection. Je dis très
véritablement de dire ce que je pense du mot protection, parce que c'est certainement pas celle propriétaire. Mais j'avais dit que je ne dirais rien sur le sujet, donc je vais rester neutre, notamment avec cette petite caméra qui est en face. Voilà. Donc, en fait, vous devez donc agir devant le juge du contentieux de la protection. Comment? Il y a deux types de procédures pour saisir un tribunal. Il y a une procédure qui est très courte, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle la procédure d'injonction de payer, qui est une procédure extrêmement rapide. Oubliez-la tout de suite, elle ne pourra pas être utilisée. La plupart des magistrats la rejettent parce qu'ils estiment que, apparemment, tout ce qui est réparation locative n'est pas purement contractuel et qu'il faut un débat devant le juge. Voilà. Donc les procédures rapides basées sur un état des lieux et des factures, on oublie tout de suite. De toute façon, même si ça marche devant certains tribunaux, à Tours, ça ne marche pas. Donc dans ces cas-là, il faut effectivement assigner en justice votre locataire à une audience qui sera devant le juge, devant ce fameux tribunal judiciaire. L'avocat n'est pas obligatoire, fortement conseillé, puisque ça devient de plus en plus technique. Donc oui, c'est un tout, c'est sûr, mais c'est aussi une sécurité et c'est aussi, vu le nombre de réformes en cours et passées, le bon moyen d'éviter les pièges et de se retrouver débouté après un certain nombre d'efforts. Donc moi, je conseille véritablement l'intervention d'un avocat. Je fais de publicité pour personne, mais c'est un professionnel sérieux et qui pourra effectivement vous guider, encore une fois, moyennant un coût, qui pourra être répété à la fin sur le locataire, mais c'est important. En revanche, il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'avant d'assigner votre locataire en justice pour ça, il y aura un préalable selon le montant des réparations locatives. Si elles sont inférieures à 5 000 €, vous aurez l'obligation, c'est une nouveauté depuis janvier 2020, je crois, de faire une conciliation obligatoire. C'est-à-dire que comme on ne sait plus comment désengorger les tribunaux, je ne pourrais pas le dire, mais je le dis quand même, on décourage les gens d'aller devant et on met des étapes le plus possible pour freiner l'arrivée du justiciable devant le tribunal. Et notamment cette fameuse conciliation. Alors comment ça fonctionne la conciliation? Vous devez vous tenter de vous concilier avec votre locataire, soit par l'intermédiaire d'un conciliateur, soit par l'intermédiaire de la commission de conciliation départementale, que vous connaissez tous, qui est une commission qui est composée en partie de représentants des locataires et en partie de représentants des propriétaires, et qui se fera un plaisir d'essayer de concilier les parties, ce qui n'est pas toujours à faire, point s'en faut. Si c'est concilié, bien évidemment, vous n'irez pas en justice après. Si en revanche, il n'y a pas de conciliation qui se profile, vous aurez un PV de non-conciliation qui vous sera remis par la commission et qui sera votre sésame pour pouvoir saisir le tribunal après et espérer avoir gain de cause. Donc, je vous le répète, le seuil, c'est 5 000 €. En dessous, conciliation obligatoire. Au-dessus, pas de conciliation, vous pouvez saisir directement le magistrat. Autre chose, parce que je vais en arriver rapidement au terme de mon propos pour qu'on puisse discuter le plus possible selon vos questions. Tout ce que je viens de vous dire s'applique tant au logement bail d'habitation qu'au logement meublé. Donc les règles sont exactement les mêmes. Je pense que, sauf à avoir des questions particulières, mais on devrait rester justement sur tout ce qui est logement, bail d'habitation, meublé, bail professionnel, bail commercial, etc. Obéir à d'autres règles beaucoup plus simples et qui ne nécessitent pas forcément de faire une réunion thématique sur le sujet. Voilà, donc moi je vous ai donné le maximum d'infos d'ordre général. Maintenant, si vous avez des questions, ou s'il y a des questions par l'intermédiaire d'Internet, je veux bien essayer de répondre. Si vous n'en avez pas, c'est merveilleux. Madame. Vous avez dit pour les travaux, c'est devis ou facture? Alors, les devis sont suffisants. Facture, c'est très bien aussi. Mais le devis est tout à fait acceptable. Voilà. Sachant que plus il y a de... Enfin, les devis, je ne demande pas de faire venir 10 professionnels. Un devis, ça peut toujours être mal interprété, éventuellement par un magistrat derrière. Vous allez dire que j'ai l'obsession du magistrat, pas du tout. Mais pensez toujours que votre dossier doit être le mieux ficelé possible pour le pire des cas, qui est celui où vous allez en justice. Vous n'aurez que bonne surprise dans ces cas-là, et le devis est suffisant. Oui. Ça
complètement. Il y a 10 ans. Je ne pas très bien, excusez-moi. Locataire, ça fait 10 ans, un appartement. Oui. Dans une location. Est-ce qu'il y a, quand ça tombe, tout est affiché, il peut tout avoir escarpé, c'est pas grave. Alors attention, ne confondez pas vétusté et dégradation. Dégradation, c'est le fait de casser quelque chose, mais là, la différence est sensible quand même sur place. Moi, je sais que je vois beaucoup dans les états des lieux, on est capable de faire la différence entre l'usure du temps, on voit la qualité du matériau, la couleur qui est un petit peu passée, ou simplement le fait qu'il ne fonctionne plus parce qu'il n'est plus aux normes, qu'un certain nombre d'années se sont passées, que l'interrupteur ou la prise électrique date d'une autre époque. Là, on parle de vétusté. Vous prenez une prise vétuste, certes, mais cassée en deux, ou à moitié arrachée, dont tous les fils sont sortis, là, il y a véritablement dégradation. Donc, il y a une différence importante à faire entre les deux. Je pense qu'elle peut être faite aisément par le propriétaire et par le locataire. Ça peut donner lieu à des discussions, ça c'est certain. Ou peut-être l'intervention de certains professionnels après. Mais j'avoue ne pas, alors je ne sais pas ce qu'on pense Maître Roca, mais j'avoue ne pas avoir trop eu de problèmes moi, dans les états des lieux. J'en ai fait un certain nombre déjà, pour faire la différence entre vétusté et dégradation. Du papier peint arraché, des taches, ça c'est de la dégradation. Le support est ancien, vétuste, certes. S'il est juste vétuste, il se décolle un petit peu, le papier peint, malheureusement, a passé un certain nombre d'années, bon, vétusté, tant pis. Si par contre il y a des taches partout, des dessins d'enfants, des chats qui se sont amusés à s'entraîner en bas des murs, comme on le voit assez régulièrement, là c'est de l'usure. Parce que... Allô, je confirme. D'accord, merci. Donc voilà, non, la vétusté en général quand même assez repérable. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'était par exemple la durée de vie d'un revêtement de sol, c'était ça votre question? Non, un revêtement de sol, oui, même les carrelages, mais bon, il y a plein de choses qui a tombé dessus, qui a été écorché. Là, on l'a pas trouvé, mais il a été vieux. Voilà. En fait, les grilles de vétusté dont on parlait tout à l'heure, ce sont des... Elles sont mises en place par certains offices d'HLM dans certaines villes, mais ce n'est pas une pratique qui est mise en place partout. Donc les éléments qu'on a, c'est des exemples qu'on peut vous donner. Je crois, excusez-moi. Qu'on a pris sur certaines sociétés d'HLM, qu'on a récupéré. Qu'est-ce que j'ai comme... on va considérer que, par exemple, ça c'était extrait, je crois, de l'UFC que choisir. On considère que la durée de vie d'une moquette, c'est 7 ans, par exemple. On considère que, vous me parliez de carrelage tout à l'heure, je crois que la durée de vie du carrelage et du parquet, on considère que c'est 25 ans. Qu'est-ce que j'ai comme exemple qui pourrait être assez parlant? Une faïence murale, la durée de vie, 20 ans. Je ne sais pas si c'est des éléments qui sont assez parlants. Si, ouais, c'est très parlant, si. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question, mais... Oui, c'est un peu pour savoir un peu, ça m'a arrivé, mais ça m'arrive d'avoir un peu exactement. Pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, la vétusté elle est définie par la loi. Alors, les définitions légales ne sont pas toujours extraordinaires, mais elle est quand même relativement claire. La vétusté est définie comme l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement. Donc, on est loin de la dégradation. La dégradation volontaire faite par le locataire, enfin, volontaire ou pas d'ailleurs. Le locataire n'est pas forcément quelqu'un de méchant qui va tout casser avant de partir. Il peut juste être négligent, avoir des enfants mal élevés, et on le voit souvent d'ailleurs. Et du coup, là, effectivement, on est sur la dégradation. J'irais même jusqu'à dire pratiquement quelle que soit l'âge du support. Si du papier peint qui est relativement, enfin qui date peut-être d'une autre époque, mais complètement arraché, abîmé, etc., je ne vois pas en quoi votre locataire pourrait être exonéré de la réparation locative du fait qu'il était vétuste. Oui, mais du coup, on applique un abattement par rapport à oui, l'âge de l'équipement. Oui, un abattement sur le montant que vous allez lui demander. Mais le principe de lui demander réparation me semble tout à fait acquis. Avez-vous des questions, d'autres questions? Oui. Dans le cas de dégradation, oui. Ou dans le cas d'impayé de loyer, oui. On peut faire appel, je considère que, mais dans
dans cette citation, on peut appeler le cautionnaire directement sans appeler le locataire? Alors, vous pouvez déjà faire appel à la commission de conciliation. En matière de paiement de loyer, ce n'est pas obligatoire. En général, quand vous voulez demander le paiement des loyers à votre locataire, le corollaire, c'est l'expulsion. En général, c'est la première chose que vous demandez. Et du fait qu'il y ait une expulsion demandée, alors je ne vais pas rentrer dans des détails juridiques, mais vous êtes dans une demande qui est considérée comme indéterminée, donc la conciliation n'est pas obligatoire. Vous pouvez toujours essayer, évidemment. Pratiquement tous les propriétaires vont essayer de se rapprocher de leur locataire en disant là, réglez-moi, je veux bien mettre en place un échéancier. Enfin, mais oui, par contre, pour tout ce qui est réparation locative, oui, il y a l'obligation de se concilier pour les montants dont je vous ai parlé. En revanche, appeler la caution sans appeler le locataire, ça me paraît un petit peu bancal comme procédure. Vous prenez un risque, même si votre locataire principal est insolvable, il est peut-être provisoirement, mais pas forcément toute sa vie. Donc je pense qu'il est beaucoup plus judicieux, et ça ne coûtera pas plus cher dans le cadre d'une procédure, de faire condamner l'un et l'autre. Bien évidemment, vous axerez l'exécution de votre décision de justice sur le plus solvable, c'est évident. En général, le cautionnaire l'est, quoique pas forcément tout le temps, mais par contre, n'agir que contre la caution, enfin le cautionnaire, sans agir contre le locataire, c'est prendre, à mon avis, un risque à éviter. À quoi sert la caution? Alors attention, vous parlez de quoi? De la caution, la personne qui se porte caution, à quoi ça sert? Mais c'est ce que je vous ai dit, justement, vous actionnez contre les deux, contre le locataire et contre la caution. Et si vous avez gain de cause par une décision de justice, vous axez votre exécution sur le plus solvable. Si c'est la caution, vous axez contre la caution. Mais ne lancer une procédure que contre la caution me paraît risqué. La caution, elle est peut-être solvable au début du bail, elle peut perdre son travail entre-temps, être à la retraite avec des revenus inférieurs après. Et il ne serait peut-être pas judicieux de n'avoir mis une procédure en marche que contre elle, alors que le locataire, lui, a été insolvable à un moment donné et peut revenir à meilleure fortune plus tard. Donc je pense que quand vous avez une relation contractuelle avec un locataire et un ou plusieurs cautionnaires, agissez contre tous. On ne sait jamais ce que vous multipliez vos chances de récupérer ce qui vous est dû plus vite. Autrement dit, dans une conciliation, on peut faire appel au locataire et au cautionnaire en même temps. Bien sûr, oui, évidemment, oui, tout à fait, bien sûr. La caution est en général une caution solidaire qui est engagée de la même façon que le locataire, qui est privé de certains bénéfices légaux et qui du coup pourra être actionné exactement comme votre locataire. L'intérêt, et c'est ce que vous disiez, est important d'avoir. Et vraiment, n'agissez pas que contre lui. Vraiment, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. En plus, si après vous dites mince, la caution est insolvable, je vais revenir en arrière et je vais agir contre mon locataire, il y aura peut-être la prescription triennale qui sera passée, et là c'est fini. Donc, demander à la réunion la venue du locataire et du cautionnaire. tout à fait, oui. Oui. C'est même une bonne chose, à mon avis. Enfin, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais non, il ne me semble pas. Donc non, c'est à faire, oui. Oui. Déjà, ça mettra l'un et l'autre face à leurs responsabilités. Et puis non, c'est bien, comme ça, au moins la caution sera prévenue à l'avance. Mais la caution a un rôle important. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais oui, elle a un rôle important, bien sûr. Donc on partage les frais entre le locataire et le propriétaire. Et donc ça c'est payant, parce que si on prend un huissier. Oui. Et à la sortie de ce locataire, donc on refait l'état des lieux avec un huissier. Oui. Donc là, c'est encore repayé en deuxième fois. Alors, vous n'êtes pas obligé du tout de faire venir un état des lieux, un huissier à l'état des lieux de sortie, vous n'êtes pas obligé. Vous n'avez aucun parallélisme entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie qui soit obligatoire. Parfois, si l'état des lieux d'entrée est très bien fait, il n'y a même peut-être pas besoin de faire l'état des lieux de sortie. Mais s'il se trouve qu'il y a des dégradations à faire constater, vous faites revenir alors soit un professionnel dont on a parlé tout à l'heure, mais avec la nécessité que ce soit contradictoire. Donc
donc soumis à la signature du locataire. C'est toujours ce risque. Soit vous faites effectivement appel enfin vous faites entre propriétaires et locataires, soit vous faites appel à un huissier, effectivement, et là il y a un coût, bien évidemment, oui, tout à fait, que vous aurez au début et à la fin. En revanche, c'est vrai que les constats ne sont pas forcément donnés, c'est certain. Leur coût est aussi basé non pas que sur le temps passé et le plaisir que l'huissier a demandé à le paiement de sa facture, mais aussi sur la valeur juridique de l'acte. Un constat est quelque chose est un acte qui a une valeur consacrée par la loi, et vous sachiez qu'un constat fait par un huissier ne cède que devant une preuve contraire. La plupart des éléments qui pourraient amener devant un juge seront ce qu'on appelle des simples renseignements. Le constat d'huissier, c'est quelque chose qui ne cédera pratiquement que devant un autre constat d'huissier. Or, comme l'huissier qui est un professionnel qui est censé, la plupart du temps, et impartial, la constatation sera peut-être pas avec les mêmes mots, mais sera la même si vous en faites venir deux. Donc de toute façon, le coût est aussi basé sur cette valeur juridique-là. Donc oui, pour répondre à votre question, état des lieux de sortie est aussi, bien évidemment. Voilà. Alors, je rebondis sur votre question. Ça dépend des conditions. Je reviens là-dessus. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'on doit diviser le coût en deux uniquement si il y a eu convocation faite par l'huissier avant et si vous êtes dans le cadre d'un état des lieux difficile. Si l'une des parties a l'habitude de toujours faire un huissier au début et à la fin, que ce soit le locataire ou le propriétaire, là, le coût est à la charge de celui qui le demande. Sauf accord entre les parties qui peuvent bien évidemment s'arranger après. Voilà. Dans ce cas-là, on mentionne mouvement pour le bail. Parce que moi, personnellement, je pratique de cette façon, c'est-à-dire que je partage les frais d'huissier entre moi et le locataire. Quand je choisis un nouveau locataire, je lui dis au départ que les frais d'huissier, d'entrée et de sortie, sont partagés entre nous deux. Jusqu'à maintenant, je n'ai eu aucun problème. Et je le mentionne sur le bail ou c'est un accord classique de... Alors, la loi de 89, la loi qui régit tout ce qui est baux d'habitation, est une loi qu'on appelle d'ordre public, c'est-à-dire une loi de laquelle vous ne pouvez pas déroger. C'est le cadre absolu, vous ne pouvez pas sortir du cadre. En revanche, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas contractuellement mettre dans votre bail que même si on n'est pas dans un cadre d'un état des lieux avec convocation, etc., donc dans l'état des lieux dans des situations difficiles, le coût ne serait pas partagé par les deux parties. Si chacun le signe, c'est une clause que vous venez rajouter et je ne vois pas en quoi elle serait considérée comme étant nulle juridiquement. Je pense que votre pratique est intéressante, au contraire, c'est bien. Moi, je procède comme ça depuis très longtemps. Bien sûr. Je n'ai jamais rencontré de problème avec les locataires. C'est écrit dans le bail que les frais d'état des lieux d'entrée et de sortie seront exécutés par un huissier pour moitié pour les deux parties. Non, mais je pense que c'est une très bonne chose parce qu'au moins, quand c'est signé, personne ne revient dessus, il n'y a pas de discussion. Et je pense aussi que ça permet de décrire quel est votre état d'esprit à vous en tant que propriétaire au début. C'est-à-dire que tout le monde s'entend très bien, certes, mais vous allez quand même faire en sorte de verrouiller dès le départ la situation en faisant un état des lieux le plus précis possible. Comme ça, toute discussion sera à éviter. Je n'ai pas rencontré de problème, et je trouve que les locataires, quand ils partent, ils laissent tous l'appartement correct parce qu'ils ont cet effet de Damoclès avec l'état des lieux de sortie. C'est tout à fait le but, justement. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que certains états des lieux, peut-être, ont un peu plus de valeur qui n'est pas forcément juridique que d'autres. Je ne veux pas forcément toujours plaider pour ma profession, mais c'est vrai qu'en général, quand vous avez un état des lieux de 15 pages en début de bail ultra détaillé, le locataire nous voit souvent faire. On est avec notre dictaphone, on se balade dans le logement, on décrit le moindre détail. Waouh, donc j'ai pas intérêt à rater, moi, parce que je vais devoir le rendre moins à la vétusté, exactement dans le même état. Et c'est vrai que ça met une certaine pression, saine, certes, mais une pression quand même, sur effectivement la nécessité de rendre le logement conforme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cash, parce que moi, quand ils viennent visiter le logement, je leur dis tout de suite. Ça revient moins cher qu'une agence immobilière, parce que l'agence immobilière prend un loyer à chacun. Écoutez, merci. C'est une très bonne chose. Joker. Ah oui, c'est ce que fait madame apparemment, et oui, je pense que vous pouvez mettre une clause, enfin j'espère ne pas vous dire de bêtises, mais je ne vois pas pourquoi. Je ne sais même pas si on en a dans les baux du pays, il y a quelque chose de précisé ou pas là-dessus. Il y a les plafonnements des honoraires. Honoraires de location, 3 € par mètre carré pour les états des lieux et quote-part équivalente, donc partagée. C'est ce qu'il y a d'office dans les baux. D'accord. Okay.
Sachant qu'effectivement, oui, dans les observations, vous pouvez peut-être rajouter qu'il est convenu dès le départ qu'il y aura un état des lieux d'entrée et de sortie fait par le l'huissier que vous partagez. Voilà, après, avec le l'huissier avec lequel vous avez l'habitude de travailler, vous connaissez à peu près ses tarifs, vous pouvez les donner à votre locataire, et effectivement, je pense que c'est une très bonne chose. Madame. Comment est-ce que vous procède en cas d'expulsion? Je suis en train de malheureusement, j'ai actuellement un locataire qui ne me plaît plus, qui commence à poser un certain nombre de problèmes par rapport, soi-disant, à des dégradations dans la statut des eaux. Donc, je vois très clairement que je vais sans doute orienter vers une procédure d'expulsion à la fin de la période d'hiver. Comment est-ce que je procède dans ces cas-là? Comment peut-on convoquer pour un état des lieux et la remise des clés? Alors, votre locataire est en voie de partir ou pas? Oui, donc pour l'instant, pensez pas tout de suite à l'état des lieux, là, vous anticipez un peu. Ah ben alors vous le faites, en fait, on ne va pas revenir sur toute la procédure d'expulsion parce que ce n'est pas le sujet, puis c'est très long. Mais sachez qu'une procédure d'expulsion est extrêmement longue, donc que vous la commenciez maintenant, en période d'hiver ou pas, aura malheureusement peu d'impact. En général, la procédure d'expulsion dure pendant un an et demi. Elle commence, si c'est en vertu d'un impayé par un commandement de payer les loyers, une assignation de votre locataire en justice, un certain nombre de délais légaux qui tous mis bout à bout les uns au bout des autres, fait que votre dossier va durer à peu près un an et demi, en comptant les périodes hivernales. À terme arrive soit un départ du locataire volontaire, soit une expulsion manu militari faite par l'huissier de justice. Et dans ces cas-là, alors si le locataire est là, il peut très bien faire l'expulsion et l'état des lieux dans la foulée, c'est tout à fait possible. C'est rare, parce que ce jour-là, l'ambiance est quand même pas très agréable pour qui que ce soit, et le fait de venir expulser quelqu'un, parce que c'est réellement ce qui se passe, et de commencer à inventorier tous les détails de l'état de l'appartement, ne font que rajouter un peu d'huile sur le feu. Puis si on demande à quelqu'un de partir et qu'on le retient pendant 2-3 heures, le temps de faire un état des lieux, en général, ça ne se passe pas très très bien. Et on peut faire comme ça. Et si jamais, par contre, on fait l'expulsion en l'absence du locataire, ce qui peut tout à fait arriver, l'huissier conserve les clés, envoie une lettre recommandée au locataire et fait l'état des lieux 7 jours après. Il n'y aura pas d'ambiguïté puisqu'il a conservé les clés entre-temps dans son étude. Personne n'a pu rentrer dans le logement. Donc on est sûr que l'état qui sera noté dans l'état des lieux sera effectivement conforme et le reflet de l'entretien fait par le locataire. Mais c'est long, c'est très long. Oui. Et quand on n'a pas l'adresse du locataire, on n'a pas cette nouvelle adresse. Alors, quand vous n'avez pas cette nouvelle adresse, mais que vous avez déjà fait l'état des lieux, que vous voulez le faire justement. Alors, il est parti de la cloche de bois. Ah ben déjà, s'il est parti de la cloche de bois et qu'il vous a pas remis les clés, vous ne faites pas d'état des lieux. Ça, c'est la première chose. Un locataire qui part à la cloche de bois sans remettre les clés, il n'y a aucune possibilité de faire un état des lieux, sauf à être rentré vous-même dans le logement sans les clés, sans les clés qu'il vous a remis, ce qui est interdit. Alors, non, mais je ne suis pas en train de vous faire un cours de morale, rassurez-vous, faites comme vous le sentez. Il n'y a aucun problème là-dessus, je ne suis pas là pour juger. Et la loi dit que, voilà, moi je suis en tant qu'huissier de justice, je ne peux pas, et qu'administrateur de l'UNPI, je ne peux pas vous dire autre chose que ce que la loi prévoit. Bien évidemment, je pense que certains, et c'est normal, se dispensent peut-être de faire des procédures qui vont durer 1 an ou plus pour récupérer un logement. Mais le fait est que si votre locataire s'en va, ne vous remet pas les clés, il n'est pas question de faire un état des lieux après. Parce que si vous arrivez devant un juge, à un moment donné, en disant Madame le juge, je suis rentré moi-même dans le logement parce qu'il m'avait pas remis les clés, j'ai fait l'état des lieux et je voudrais qu'il me rembourse, vous risquez de vous en souvenir longtemps. Voilà. Je voulais juste ajouter que dans un cas d'abandon du logement par votre locataire, il existe une procédure qui est beaucoup plus courte qu'une procédure d'expulsion, qui vous permet de récupérer votre logement en l'espace de 4 mois à peu près. Alors, à Tours, on était sur à peu près entre 4 et 6 mois, plus 6 mois, mais maintenant les délais ont explosé avec la surcharge des tribunaux. Procédure courte, c'est relatif. C'est un délai qui est quand même beaucoup plus court que les délais des procédures d'expulsion, qui vous permet de récupérer votre logement beaucoup plus vite en fait. En revanche, pour répondre à votre question, le locataire s'en va à la cloche de bois et vous remet les clés. 2 solutions, soit vous faites venir vous ne pouvez pas faire l'état des lieux vous-même, là c'est pas possible, puisqu'il ne sera pas contradictoire.
Donc vous allez noter un certain nombre de choses, mais personne ne l'aura signé en face, donc ça ne vaudra rien. Donc là, le seul professionnel qui peut vous aider, c'est l'huissier en l'occurrence. Soit vous faites venir tout de suite parce qu'il y a une urgence, par exemple des fenêtres ouvertes, des portes ouvertes, ça arrive ça. Et dans ces cas-là, on rentre un petit peu dans le cadre dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'état des lieux n'est pas contradictoire, mais du moment qu'il est partagé avec les parties après, même si j'ai bien compris qu'il y a des parties sans essai d'adresse, il est considéré comme valable. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'état des lieux peut très bien être envoyé après à la dernière adresse connue du locataire ou tout simplement sur sa boîte mail. On peut le retrouver après, etc. Donc ça, c'est la première chose. La meilleure des choses à faire dans ces cas-là, en revanche, c'est que l'huissier envoie une lettre recommandée à la dernière adresse connue, très rapidement, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un délai très long entre le dépôt des clés dans votre boîte aux lettres et le constat. Parce que là, c'est une période dans laquelle les juges sont un petit peu dubitatifs. Mais la lettre recommandée est envoyée à la dernière adresse connue par l'huissier de justice. Et il fait l'état des lieux, il prend les clés, la personne est là, tant mieux, la personne n'est pas là, tant pis, mais il sera considéré comme contradictoire du fait de l'envoi de cette lettre. L'adresse du bail, ouais. Ou peut-être l'adresse de certains locataires s'en vont, disent voilà, je vais chez mes parents pendant un certain temps, ou chez une copine, enfin bref, je ne sais pas, mais la dernière en date, voilà. En général, celle du bail, oui, tout à fait. Et là, vous pourrez avoir un état des lieux solide, bien évidemment en corrélation, je le répète, avec l'état des lieux d'entrée qui devra avoir été fait de façon sérieuse aussi, mais ça ne vous dispensera pas, ça n'est pas un élément qui vous empêchera de faire une procédure contre votre locataire après. Ça vous fait sourire. C'est très formaliste, oui. C'est possible. Je crois qu'en France, on est bien existé par la complication. Oui. C'est vrai. Non, alors, pour rebondir sur ce que vous dites, la procédure dont parlait Maître Roquet tout à l'heure est une procédure qui est effectivement beaucoup plus courte, parce qu'elle est quand même 3 fois plus courte que la procédure d'expulsion classique, et c'est une procédure, on sort un peu du sujet, mais qui est possible quand le locataire est parti, sans remettre les clés et en disparaissant du jour au lendemain. Voilà. Et ça arrive de plus en plus souvent. Ça. Et qu'on a de bonnes raisons de penser qu'il a abandonné le logement. Oui, aussi. Et vous, les huissiers, vous n'avez pas un fichier avec les adresses, justement, vous l'accès? Des locataires? C'est une excellente question, ça. Alors, le fait de ficher les gens en France, c'est très, très, très mal vu. Il y a certains événements dans l'histoire qui ont fait qu'en France, on n'a plus les fichiers du tout. Et du coup, non, c'est strictement interdit. Il avait été évoqué à une époque le fait qu'il y ait un fichier des locataires indélicats. Je pense que c'est le genre d'argument qu'il vaudrait mieux éviter, surtout par les temps qui courent. Alors, vous avez des questions délicates là. Si le professionnel que vous interrogez, qui est d'ailleurs au passage soumis au secret professionnel, vous répond comme pour vous, je vais faire une réponse très claire, non, on ne peut pas fonctionner comme ça. En revanche, alors ça va peut-être faire sourire madame aussi, mais j'y peux rien, c'est un peu de complication, mais avec parfois du résultat. On peut, une fois qu'on a une décision de justice, pas avant, et après, en tant qu'huissier, interroger un certain nombre d'administrations qui ont l'obligation de nous répondre. Donc FICOBA, tout ce qui est fichier des comptes bancaires, tout ce qui est CAF, enfin tout autre organisme d'État qui aura les informations. Donc, mais il faudra d'abord avoir une décision de justice et avoir passé le filtre judiciaire qui est parfois un tout petit peu long. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, madame. Par contre, d'avoir envoyé votre courrier, alors que vous saviez très bien qu'ils avaient mis les clés dans la boîte aux lettres. Qu'ils avaient, pardon? Mis les clés dans la boîte aux lettres, donc ils ne pouvaient pas récupérer le courrier. Donc on perd 15 jours, 3 semaines, et le courrier, il vous est retourné. Alors, excusez-moi. En fait, vous avez encore des gens qui font les transferts de courrier. Ça existe encore. Qui font leur transfert d'adresse à leur nouvelle adresse. Oui, mais justement, il y en a qui ne font pas. Oui, mais n'oubliez pas que la loi, je crois que c'est, je ne sais plus quel article, mais il dit que le locataire, enfin c'est dans le passage qui correspond au dépôt de garantie, a l'obligation, s'il veut revoir son dépôt de garantie, etc., de vous donner son adresse. Ça tombe aussi sous le sens. Vous ne pouvez pas, la loi, comment dire, ne peut pas faire en sorte de mettre un terme définitif à un rapport
entre un propriétaire et un locataire, sur le reste, le locataire est parti sans laisser d'adresse. Et oui, on perd du temps. C'est vrai qu'on perd du temps. Je sais que vous êtes bien placé pour le savoir, mais c'est un moindre mal. Sauf pour récupérer la caution, comme vous dites, quand ils ne payent pas le dernier mois, il n'y a rien à récupérer. Oui. Et j'avoue que c'est une méthode qui se développe de plus en plus. Alors, je ne sais pas où les gens voient ça, peut-être sur Internet, mais il est avéré que souvent les locataires qui savent que le logement va être un petit peu limite au niveau de l'état d'entretien ne vous payent pas le dernier mois de loyer en se disant le propriétaire va récupérer le dépôt de garantie, il paiera son loyer avec ça, et ça le dissuadera de lancer une procédure après. Alors oui, ça effectivement, on ne peut pas lutter contre, même si ce n'est pas l'usage premier du dépôt de garantie. Mais le dépôt de garantie est quand même là pour pallier à un non-respect d'une obligation du locataire, et le paiement du loyer est aussi une obligation du locataire. Je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment interprété ce texte-là à leur avantage, et c'est un gros problème que beaucoup d'entre vous rencontrent. C'est certain. Oui, ou la caution, effectivement. Oui, mais alors une caution bien choisie. Alors là encore, c'est pas forcément le thème de la soirée, mais choisissez votre caution le mieux possible. La loi, je vais éviter, c'est un terrain glissant, mais je vais éviter de trop rentrer dans le détail, notamment de la loi Allure, mais qui est là depuis un certain temps quand même, mais qui fait que vous devez plus ou moins accepter tout type de caution qui se présenterait à vous. Et oui, c'est vrai, même si votre caution habite dans un autre pays, vous ne l'avez jamais vu, et que, voilà, vous êtes obligé d'accepter. Donc le principe de la caution est quand même un peu relatif. Oui. Visa. Oui, alors oui, Visa, oui, effectivement. La Delphine nous en parlera avec brio après. Non, mais oui, effectivement, vous pouvez, dans ces cas-là, prendre un organisme de caution comme Visa, par exemple, qui est un organisme qui fonctionne bien, mais tous les locataires ne sont pas éligibles à ce genre de système. Donc, je pense que la caution, oui, c'est important, c'est pas 100% protecteur. Pour la caution, il me semble avoir une discussion avec Dominique Gournard sur une évolution du contenu de l'engagement de caution à partir du 1er janvier. Oui. C'est qu'on revient à un document avec un petit passage manuscrit de la personne qui se porte garante pour le locataire. Soyez attentifs d'utiliser les bons documents. Oui, la page d'écriture très très longue, c'est plus d'actualité, c'est fini ça. Mais effectivement, Si, c'est ça. Non. Oui, mais vous n'avez pas un aussi long texte qu'avant. C'est un petit paragraphe. C'est bon. Ouais, c'est un petit paragraphe. Oui. Bah, surtout quand c'est un couple non marié ou des colocataires, etc. Oui, de part et d'autre. Oui, non, je pense pas qu'il y ait une limite dans le. Je vérifie, mais je pense pas. Si, je pense, si. Si, tout à fait. Je vous rappelle qu'on parlait d'état des lieux, là, quand on a des pièges. C'est gentil, merci. Maître Roca, qu'en pensez-vous? Alors moi, je reviens juste sur la loi Allure, excusez-moi. Et à propos des états des lieux, juste un sujet qu'on n'a pas évoqué, et je pense qu'il est intéressant de vous le rappeler, c'est que vous devez également faire des états des lieux pour les locations des locaux à usage commercial. Pour les baux commerciaux, vous devez faire des états des lieux. C'était pas une habitude qui était ancrée. Et vous devez également avoir un état des lieux lorsque votre locataire commerçant cède son fonds de commerce. Il faut un nouvel état des lieux lors de la cession du fonds de commerce. C'est des choses qui sont assez nouvelles et qui ne sont pas encore bien rentrées dans les mœurs. D'autres questions? Oui. En matière commerciale, un bail de 9 ans, si au bout de 6 ans, il cède son commerce, au bout de 6 ans, il ne faut pas faire un état des lieux. Oui, en fait, c'est dans l'intérêt du cessionnaire aussi et du cédant. Même si vous avez 2 ou 3 sessions pendant le cours du bail, il faut systématiquement qu'il y ait un état des lieux. En fait, l'état des lieux en matière commerciale, il n'est pas soumis à un début de bail, il est soumis à l'arrivée de quelqu'un. C'est-à-dire que votre locataire cède son fonds, le nouveau locataire qui arrive, il y a l'obligation de faire un état des lieux à son arrivée. Voilà. Alors c'est souvent compliqué parce que vous avez des locaux qui sont achetés complètement meublés,
avec tout l'achalandage, le matériel, etc. Et c'est des états des lieux qui, pour nous, sont très difficiles à faire parce qu'on met beaucoup de réserves sur l'état des murs derrière, etc. etc. C'est compliqué, mais la loi le prévoit. C'est pas qu'en début ou fin de bail, c'est lors de l'entrée dans les lieux de la personne, qu'elle soit locataire d'origine ou le cessionnaire du bail. Je voulais aussi ajouter un élément. Si vous êtes propriétaire de maisons avec des jardins, avec des végétaux, avec des arbres, vous avez une obligation à l'égard des voisins de faire en sorte que les végétaux, les arbres soient entretenus et taillés. Le locataire doit entretenir, mais vous restez responsable vis-à-vis des voisins. On est responsable aussi, donc le locataire. Oui, vous devez impérativement mettre en demeure votre locataire d'entretenir le jardin comme c'est prévu dans le bail. De toute façon. Souvent, c'est quand ils sont là depuis longtemps et que la végétation s'est bien développée. J'ai déjà refait le jardin en état, puis il n'en revient pas. Bon, souvent le voisin ne dit rien. J'ai pas bien entendu avec le masque. Je dis que le voisin, il y a un moment, j'avais retaillé la haie, tout ça, j'avais arrangé, mais le locataire n'entretient pas, et donc le voisin, il ne dit plus rien. Il laisse faire, mais c'est vrai que... Tant que le voisin ne dit plus rien, ça va, mais ça va revenir à un moment ou à un autre. Avez-vous d'autres questions? Alors, est-ce qu'on pourrait faire ça? Je vais venir à un paysagiste et je fais tailler, j'ai envoyé la facture. Alors, je pense qu'il faudra que vous preniez des attaches avec votre locataire avant, en lui expliquant ce que vous allez faire, parce que je ne pense pas que ça puisse fonctionner comme ça. Oui, c'est pratique comme façon de faire, mais je ne suis pas sûr que votre locataire... Après, si votre locataire, si vous avez des difficultés relationnelles avec votre locataire et qu'il n'entretient absolument rien et que vous êtes dans l'obligation pour répondre aux attentes des voisins de faire des démarches, des mises en demeure, vous pourrez vous servir de tous ces éléments comme des motifs qui justifient que vous n'acceptiez pas le renouvellement du bail à la fin du bail. Et n'oubliez pas une chose aussi, c'est que là, le cas dont vous parlez, c'est en cours de bail. Nous, on a parlé de l'état des lieux qui est au début et à la fin. La relation contractuelle est terminée. Le jour de l'état des lieux de sortie, tout est figé dans le temps. Tout est décrit le plus possible dans l'état des lieux de sortie. Vous actionnez après, votre locataire il est parti. Là, c'est en cours de bail. Donc, faire venir quelqu'un chez votre locataire du jour au lendemain nécessitera son acceptation. Même s'il est en tort, il n'a pas l'obligation d'accepter. Enfin, normalement aussi, il y a une procédure aussi, des lettres recommandées avant, pour lui indiquer la date, l'heure, etc. Une négociation sur le rendez-vous, avec souvent les petits moments d'énervement qu'on connaît dans ces cas-là, s'il n'est jamais disponible, qu'il travaille, qu'il n'a pas le temps, qu'il ne peut pas, enfin bref, que vous le harcelez, etc. Mais souvent, malheureusement, ça se finit comme ça. Et là, vous êtes en cours de bail, donc vous ne pouvez pas faire rentrer quelqu'un de force chez votre locataire. Et n'oubliez pas toujours la question de la preuve. Un état des lieux, c'est une preuve. Vous allez devant la justice après, au pire, bien sûr, mais vous avez votre état des lieux et vous avez quelque chose qui est valide. Là, vous faites venir une entreprise pour tailler, votre locataire peut très bien vous dire, moi je ne vous ai rien demandé, avez-vous la preuve que c'était vraiment en mauvais état d'entretien? Pensez toujours à ça avant. C'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit, je ne suis pas habilité pour... Certes, mais il a une obligation d'entretien qui est prévue par la loi, et si lui n'est pas habilité, il a un téléphone qui lui permettra de demander une entreprise qui, elle, pourra le faire. Ça fait partie de ses obligations. Mais il est vrai que si vous prenez les choses en main sans l'avoir informé avant, vous risquez d'avoir la facture à votre charge, c'est 120% sûr. Bon, j'aurais été procédé par une affaire mondiale. Oui, exactement. Avez-vous des questions ou est-ce qu'on a balayé tous les points possibles? On a été exhaustif. Ce qui serait étonnant sur un sujet comme ça. Mais... Une amélioration en cours de bail, ça doit faire un ajout sur l'état des lieux, on améliore le oui.
Dans ces cas-là, alors mentionner Oui, mais sur les deux exemplaires. ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, si effectivement pendant la vie du bail, il y a des équipements qui sont rajoutés, qui sont neufs, mais qui ne sont pas notés dans l'état des lieux, c'est dans ces cas-là faire de façon la plus contradictoire possible, hein, on ne parle pas d'huissier, là, on est d'accord, faire un avenant à votre bail, je ne sais pas ce qu'on pense de film, mais ça me semble pas mal, et en le faisant signer, en étant là aussi très descriptif, vous gardez vos factures de côté, bien évidemment, pour justifier le coût de l'opération, mais faites voilà, une sorte de petit état des lieux annexe, mais forcément signé par les parties. Là aussi, c'est pareil. Et il faut que les mentions qui sont rajoutées sur l'exemplaire que vous détenez soient les mêmes que celles qui sont sur l'exemplaire que détient votre locataire. Identiques. Ça tombe sous le sens, mais oui, évidemment, c'est de le préciser avec ces yeux. Bien. Personne n'a d'autres questions? On n'a pas de questions par. Bah non. C'est merveilleux, on a été parfait, on a tout dit. Écoutez. Alors, notre réunion thématique touche à sa fin. Je vous invite, par curiosité et par nécessité, à aller faire un petit tour sur la boutique en ligne de l'UNPI pour les différents imprimés. Voilà. Merci de votre attention. Merci à tous. Bonne soirée. Joyeux spectacle à tous.